Aujourd'hui, je t'emmène avec moi découvrir une chouette région du canton de Fribourg et ensuite on va parler de forêt. Si comme moi tu détestes voir des arbres se faire tronçonner, cette vidéo est pour toi. J'aime profondément ces majestueuses créatures de la nature et mon cœur se serre quand j'assiste à des travaux de bûcheronnage. Pourtant, le bois c'est un matériau noble et durable et nettement préférable au plastique issu du pétrole. Il permet de construire des maisons, de nous confectionner des meubles et toutes sortes d'objets, il nous chauffe, il nous offre du papier, etc. etc. On parle beaucoup de la déforestation à travers le monde, on entend souvent dire qu'il faut planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, mais quelle est la situation en Suisse ? Après avoir exploré plusieurs jours cette région, j'ai rencontré un forestier de Sarines-Fribourg pour en savoir plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kate, je suis reporter image éthique et engagée en faveur du vivant et je dirige aussi la fondation MART, qui veut dire Mouvement pour les animaux et le respect de la terre, très active sur le terrain par des actions concrètes depuis 1999. Il y a plusieurs semaines, j'ai découvert une région que je connaissais très peu naturalistiquement parlant. Je suis trop contente, j'ai trouvé une première chevrette. Je l'avais déjà repérée il y a quelques semaines en arrière. En bordure de prairie, en bordure de forêt, tout ça. Je me suis dit, ah, je suis sûre qu'il y aura des petits par là. Vraiment, elle reste autour d'une zone, elle surveille, elle est au taquet. Donc il y a un petit fond dans la prairie. Évidemment, je ne vais pas m'approcher pour ne pas déranger. Après, je me suis promenée dans la forêt. Il y avait une autre prairie. Bah, rebelote de nouveau une chevrette. Donc celle-là, je ne sais pas s'il y a un fond, mais certainement. Donc, ouais, c'est chouette, des belles observations. Durant mes promenades, j'ai découvert un étang qui abrite plusieurs espèces comme des colverts, des castagneux, des poules d'eau et beaucoup de batraciens. Ça chante, hein? J'ai passé la nuit là. Elles étaient assez calmes. J'espérais qu'elles chanteraient un peu toute la nuit, mais non. C'est vraiment un bruit que j'adore, hein, je me lasse pas. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir avec les bruits de grenouilles, et moi j'adore ça, c'est fou, hein. J'ai passé plusieurs jours dans les environs et un matin, il y avait même des faucons hobereaux qui sont venus chasser dans la zone humide. Quel magnifique cadeau de la nature c'était, waouh, trop génial. Les dernières fois que je suis venue, c'était pas aussi intensif, mais là c'est... En arpentant les forêts, j'ai découvert qu'il y avait des robins des bois dans le coin. Alors à défaut de voler les riches pour rendre aux pauvres, ces robins-là, ils s'occupent des forêts. Ils expliquent à la population locale la raison de certaines coupes d'arbres ou de travaux forestiers. Vous me connaissez, j'ai voulu en savoir plus sur ce groupement et j'ai contacté le forestier en charge du secteur de la Sarine pour avoir quelques explications sur ces forêts. Aujourd'hui, c'est journée tournage. J'ai rendez-vous avec un forestier fribourgeois qui fait partie de l'association des Robins des Bois et on va découvrir un petit peu son travail, la problématique, le réchauffement climatique par rapport aux forêts et on va parler de tout ça.
Alors Bertrand Zamofing, je suis forestier de triage et directeur de Forêt Sarine. Forêt Sarine est une corporation forestière qui regroupe 25 communes dans le Grand Fribourg. Ici nous sommes dans la forêt de Verdillou, sur la commune de Corminboeuf. Un secteur qui était déjà à la base dans les années 90 assez humide. Les arbres qui étaient plantés à la place des épicéas avaient de la peine à prospérer. Un sol vraiment très humide. En 2014, j'ai fait quelques recherches sur des anciennes cartes et le lieu-dit ici sur les cartes Siegfried s'appelait le Grand Marais. Donc une bonne indication pour un projet de renaturation. Et à notre grand étonnement, l'objectif a été largement dépassé et nous voyons aujourd'hui un plan d'eau qui fait environ 10 000 m² et qui est une richesse et une réjouissance tant pour la biodiversité que pour les promeneurs. On a constaté, donc l'association des propriétaires forestiers, qu'il y avait un manque de communication et également un manque de connaissance de la part du grand public de ce qui se passait simplement en forêt. On a encore actuellement des réactions et de l'incompréhension face à l'abattage de bois. Le club des Robins des Bois a été créé dans le but de diffuser de l'information auprès du grand public. On a créé cette association qui diffuse des messages régulièrement sur un site internet. Et également, on a produit des bâches qui accompagnent les coupes des équipes forestières, où il y a simplement un QR code, et vous allez sur ce QR code, et dès ce moment-là, vous pouvez prendre connaissance du but de l'opération et des travaux forestiers. On a des propriétaires forestiers publics, que sont l'État, des communes, des paroisses, et ensuite on a les privés. La surface totale des réserves forestières de Suisse représente seulement 6,3% de l'ensemble de nos forêts. Alors pourquoi ce pourcentage il est aussi bas? Alors les premières réserves forestières ont été constituées sur des propriétés publiques. Ce sont des propriétés plus grandes. Vous avez un seul interlocuteur, au maximum 2 voire 3 communes, et là c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre le processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réserves forestières intégrales en Suisse ont l'obligation en tout cas de perdurer pendant 50 ans. Pendant 50 ans, l'homme ne va plus intervenir dans un but de gestion forestière pure. Alors la propriété forestière privée en Suisse, il y a pléthore de propriétaires, mais malheureusement avec des surfaces qui sont relativement petites. La gestion des forêts publiques est gérée par corporations forestières, comme on a par exemple Forêt Sarine, ce qui simplifie grandement la gestion de ce patrimoine forestier. Par contre, sur la forêt privée, c'est beaucoup plus délicat parce qu'elle est très morcelée. Donc on ne peut pas avoir 3 propriétaires qui sont d'accord de faire une réserve forestière et là au milieu un propriétaire qui lui va continuer une exploitation plus traditionnelle de sa forêt. Ça n'aurait pas de sens et pas de cohésion dans l'amélioration de la biodiversité. Alors pour quelles raisons on coupe du bois? Moi j'aime bien dire toujours que, en définitive, la forêt n'a pas besoin de l'homme, bien au contraire. Je pense qu'au niveau mondial, elle se porterait beaucoup mieux si l'homme n'était pas là. Mais de tout temps, l'homme a eu besoin de la forêt. Depuis qu'il est chasseur-cueilleur, il y a trouvé refuge, il y a trouvé du bois pour faire du feu. Il s'y nourrit. Au jour d'aujourd'hui, il se délasse. C'est devenu encore une réalité plus importante avec la malheureuse crise du Covid. Il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une réflexion derrière l'abattage d'un arbre et puis toujours un but qui est fixé par des professionnels qui sont les gardes forestiers, qui sont amenés à gérer la forêt. Si vous avez une forêt qui a un rôle de protection important, on parle des préalpes, des Alpes, l'humain, avec ses infrastructures qu'il a mis en dessous des forêts, il ne peut pas se permettre d'avoir ce délai de latence où la forêt va s'effondrer de manière naturelle, va se reconstituer, mais là c'est un laps de temps environ d'un demi-siècle. Et pendant ce demi-siècle, la fonction de protection de la forêt n'est plus effective. On travaille avec la régénération naturelle et qui dit régénération naturelle dit lumière au sol. Autrement, vous avez une futaie équienne, donc c'est-à-dire des arbres de tous de la même grandeur qui vont faire la course à la lumière, qui vont grimper, qui vont fermer tout ce qui est au sol. Et puis un jour, ces arbres vont tomber, ils vont mourir. Et après va s'installer la ronce.
Après va s'installer les arbres pionniers. Et pendant tout ce laps de temps-là, typiquement, on n'a plus une ou toutes les fonctions qui sont, je dirais, assurées pour la société. Ce qu'on fait, les forestiers, c'est juste d'anticiper ce que ferait la nature, mais de manière plus lente. Typiquement dans des forêts d'élassement, la problématique est plus ou moins la même. Les promeneurs ont une image figée et idéalisée de la forêt. Moi le premier, des fois dans certains secteurs des Alpes ou des Préalpes que je connais bien, je me promène, je me dis oui c'est vrai, c'est érable, moi ça m'embêterait qu'il parte, mais un jour je sais qu'il va partir, parce que la forêt est évolutive. La labellisation, comme tout autre label, est du choix du propriétaire forestier. Sur le canton de Fribourg, il y a 4 corporations forestières publiques qui sont labellisées FSC, donc ce n'est pas l'ensemble du territoire fribourgeois qui est labellisé FSC. Parfois, au niveau du cahier des charges, par rapport, je dirais, à certains autres pays, les critères, les exigences de ce label-là sont plus pointues et plus exigeantes en Suisse qu'ailleurs. Alors bon, tant mieux pour la forêt suisse, tant mieux pour le milieu naturel. Étant donné que la forêt suisse produit suffisamment de bois pour ses habitants, et étant donné que le label FSC est plus respectueux ici en Suisse, pourquoi est-ce qu'on continue encore d'importer du bois d'autres pays, sachant les pollutions liées au transport que ça génère ? Alors bon, les transports, c'est une évidence, ça pollue énormément. Pourquoi on importe du bois étranger en Suisse? C'est pour des raisons économiques. C'est-à-dire que les coûts de production étrangers sont moindres. Les scieries suisses ont subi un peu le déclin de l'économie forestière ces 30 dernières années. Beaucoup de petites et de moyennes entreprises ont cessé leurs activités. Et puis, en parallèle, un pays comme l'Allemagne, lui, a développé des grosses structures de scieries. Et actuellement, il y a quand même une demande, je dirais, qui est en augmentation de construction bois. Et il faut savoir que c'est plus facile de réimplanter une grande scierie en Allemagne, qui a un territoire plus grand qu'en Suisse. Quand on voit en Suisse, c'est clair, le prix du mètre carré, simplement de terrain à bâtir, pour un industriel qui veut se lancer dans la scierie, c'est pas évident. Et puis après, sans compter les contraintes voisinage, est-ce que tout le monde est d'accord que dans la zone industrielle X se plante une scierie? Il faut savoir quand même que c'est une industrie qui génère du bruit. Par rapport aux maladies, alors les maladies, il y en a différentes sortes. Chaque arbre a ses ravageurs. Les chênes ont passablement d'insectes qui, certaines années ou certaines chenilles, qui leur rongent les feuilles, mais ils passent le cap. Il n'en est rien pour l'épicéa. Il y a le fameux Botrytis typographe. C'est un petit coléoptère. Si la présence de l'épicéa n'était pas aussi importante, je pense qu'il n'aurait pas pu proliférer de cette manière. Ou on a fait faux, parce que je m'inclus tout à fait dans le processus, c'est qu'on a travaillé en monoculture. Ça, on le sait maintenant depuis quelques dizaines d'années. C'est quelque chose qui a été proscrit en Suisse, où on ne travaille plus du tout en monoculture, mais plutôt en mélange. Il y a 10 ans, nous est arrivé la calarose du frêne. C'est un champignon qui attaque le frêne et puis qui est également malheureusement mortel pour lui. Une conséquence du réchauffement climatique, c'est sur le hêtre. Les hêtres qui ont plus de 50 ans, ils ont été habitués à un climat tempéré. Un hêtre adulte, il évapore grosso modo 250 litres d'eau par jour. Dès le moment où pendant 1 mois et demi vous n'avez plus de précipitations, pour lui c'est un stress hydrique. On a couramment chaque été des températures entre 30 et 35 degrés pendant 3 semaines. Lui, il ne peut pas se mettre à l'ombre. Il ne peut pas se mettre derrière une climatisation. Lui, il prend ça en pleine face. Et ce que le VSL a constaté, c'est qu'il fait des sortes d'embolies dans son système qui lui amènent la sève dans la couronne. Et ce qu'on voit, c'est que les branches sèchent depuis le haut. Donc là, ce qu'on espère, parce qu'on est quand même sur des hêtraies, sur le plateau suisse, c'est que la nouvelle génération s'adapte à ces changements au niveau climatique. Si des espèces comme les hêtres sont en souffrance, d'autres comme le chêne poussent maintenant dans des préalpes à plus de 800 mètres d'altitude, grâce notamment à un oiseau, le geais des chênes, qui essaime des glands un peu partout. Certains collègues agriculteurs me disent « Ouais, mais vous êtes bien gentils avec vos chênes et puis avec les glands. Il y aura encore plus de population de sangliers, ce qui va nous causer plus de dégâts. » Je ne pense pas que le calcul soit juste. Dès le moment où on offre une alternative justement aux sangliers en forêt avec le chêne, il ira moins dans l'agriculture. Si vous plantez des arbres, c'est pour le siècle, au minimum. Le choix doit être pertinent. On a maintenant, depuis une vingtaine d'années, tout le canton de Fribourg qui est cartographié. Chaque massif a été passé au peigne fin, profil de sol. Déterminer quelle plante
s'y trouvent naturellement, qui sont des indicateurs très importants au niveau de l'humidité, au niveau de la fraîcheur de la station, etc. et tout, on nous donnait tout un panel d'essences qui sont adaptés à cette station. De manière générale, pour les propriétaires forestiers, ce que je dis toujours, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. C'est la fin de ce reportage. Si tu veux m'aider à faire connaître ma chaîne, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Tu connais la chanson, ça aide beaucoup. Et en me rejoignant sur ma page Patreon, tu contribues à soutenir mon travail de reporter image et mes actions en faveur du vivant, tout en bénéficiant d'avantages exclusifs comme par exemple les coulisses de mon travail, des photos ou des vidéos rien que pour mes Patreons, ou encore des bons de réduction sur ma boutique, des cadeaux surprises ou ton nom sur le générique de mes reportages. À bientôt!